Donc, bonjour à tous. Merci d'être de nouveau présents pour certains à cette 10e édition des webinaires de la MGS dédiés au MJPM. Je remercie aujourd'hui nos intervenants qui sont donc le docteur Le Carpentier, Christelle Sapin, Laura Guibert, monsieur de docteur Le Carpentier, donc psychiatre à la clinique de la Borde, Christelle Sapin, cadre technique à l'UDAF Loire-et-Cher, et Laura Guibert, déléguée mandataire toujours à l'UDAF Loire-et-Cher. Je tenais aussi à remercier ce matin monsieur Georges Isabelle, qui est directeur adjoint à l'UDAF Loire-et-Cher, qui nous a permis voilà, de nous réunir ce matin et puis de faire cette intervention. Et également Valérie Bonne de l'UNAF qui nous a mis tous en contact. Voilà. Nous allons parler ce matin du travail, de travailler le mandat avec des personnes souffrant de handicap mental et de maladies psychiques. Nous allons partir d'une situation que va nous décrire Madame Sapin, et puis nous allons voir comment s'est déroulé le travail sur cette situation, et ensuite nous allons analyser avec Madame Sapin et le docteur Le Carpentier cette situation. Voilà. Madame Sapin, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. L'Union départementale des associations familiales a été sollicitée par la MGAS pour intervenir sur le thème « Travailler le mandat avec des personnes souffrant de handicap mental ou maladie psychique ». Dans notre département, nous sommes la seule association tutélaire à intervenir. Nous avons choisi de vous exposer la situation de M. Dupont, placé en curatelle renforcée au bien et à la personne depuis 2005. M. Dupont, âgé de 42 ans, est célibataire, sans enfant. Ses parents sont décédés et nous ne lui connaissons pas de famille. Il ne travaille pas, il n'a pas les capacités pour. Il perçoit une pension d'invalidité et une allocation adulte handicapé partielle. Il est suivi par Madame Guibert depuis le 30 novembre 2015. Il est de nature très angoissé. Il peut vite devenir envahissant lorsqu'il nous sollicite en posant 10 fois de suite la même question sans attendre la réponse, ou il peut appeler le service plusieurs fois par jour. Il peut être très insistant auprès des autres collègues s'il n'arrive pas à joindre sa référente. Pour une relation de travail plus apaisée, il a été convenu avec monsieur une visite mensuelle à l'UDAF le premier vendredi de chaque mois. En revanche, concernant ces appels téléphoniques, nous n'avons pas trouvé de solution pour le canaliser. Monsieur Dupont est informé des absences programmées de sa référente, ce qui le rassure, sachant qu'il peut contacter les collègues de bureau qu'il connaît. Monsieur Dupont n'a pas de médecin traitant. Il bénéficie du passage d'infirmiers à domicile pour lui administrer son traitement contre les angoisses. C'est un psychiatre de l'hôpital qui lui prescrit et renouvelle ses traitements. Il le voit environ tous les 3 mois. Au sein de l'UDAF, la situation de monsieur Dupont est fréquemment abordée entre la référente et la hiérarchie. Des points réguliers sont faits, des accompagnements sur le terrain sont prévus, même si monsieur Dupont se méfie de la personne qui accompagne sa référente. La confiance de monsieur Dupont est difficile à gagner. Lors des rendez-vous au service, il peut arriver que monsieur Dupont hausse le ton. Il s'énerve lorsque les limites de son budget sont évoquées. Lorsqu'il lui est demandé de se calmer, il le fait rarement. On peut donc mettre fin rapidement à l'entretien. Monsieur Dupont part à la demande en manifestant bruyamment son mécontentement. À notre connaissance, il ne s'en est jamais pris physiquement à un salarié de l'UDAF. Nous avons décidé de vous présenter la situation de monsieur Dupont en fonction de 2 thèmes, les problèmes liés au logement et le problème de l'accès aux soins. Madame Guibert va nous dresser un état des lieux de la situation de monsieur Dupont au sein de son logement. Alors, monsieur Dupont est locataire d'un logement social situé au 3e étage d'un immeuble collectif depuis 2008. Au fil du temps, son comportement s'est dégradé et ses difficultés se sont accentuées, à la fois pour entretenir son logement, donc d'une pièce très encombrée, envahie de cafards. Il n'investit pas du tout son logement, il ne fait pas le ménage, il ne cuisine pas, et il a également des gros problèmes d'hygiène corporelle. Néanmoins, monsieur Dupont exprime clairement son souhait de conserver son logement actuel.
Pour faire face à ces difficultés, il bénéficie de services d'aide à domicile, dont l'organisme a changé en janvier 2023, suite au désengagement du service précédent qui intervenait depuis de très longues années, mais qui s'est épuisé à la tâche, notamment à cause de l'alcoolisme de monsieur et de la dégradation prononcée de son logement, et surtout du fait qu'il urine et qu'il défèque par terre sans nettoyer. Alors, on a été régulièrement interpellés par les différents interlocuteurs, comme les voisins d'abord, qui se plaignent de l'odeur qui se dégage du logement, depuis le rez-de-chaussée, du bruit nocturne, parce qu'à cause de ces crises d'angoisse, monsieur peut se mettre à crier régulièrement la nuit, et également de son comportement inadapté quand il est alcoolisé. Donc, il vide son cendrier par la fenêtre, il urine par le balcon, il se soulage dans les parties communes. Alors, ses voisins contactent la gardienne, et cette gardienne nous fait également remonter les plaintes des voisins et également ses constatations. Donc, les odeurs, évidemment, les escaliers souillés. Elle nous informe que les relations entre elle et lui sont très tendues. Bon, elle est assez énervée contre monsieur et également après nos services qu'elle juge inutiles et inefficaces. Elle ne comprend pas pourquoi la situation de monsieur Dupont ne s'améliore pas. Elle dit qu'il est inapte à vivre dans cet immeuble, qu'il est nuisible et qu'il risque également, à force d'excéder ses voisins, de se faire frapper. Bon, elle nous indique surtout qu'elle va faire remonter tout ça à sa hiérarchie et qu'elle mettra tout en œuvre pour qu'une mesure d'expulsion soit prise à l'encontre de monsieur Dupont. On est également contacté par les conseillères sociales du bailleur et leurs responsables qui nous demandent d'intervenir dans les plus brefs délais pour faire cesser les troubles, parce qu'ils ont envoyé plusieurs sommations de cesser les troubles à monsieur Dupont, mais bien sûr qui ne sont pas suivies des faits. Alors, comment analyser cette situation et quels sont nos questionnements au quotidien? Notre devoir d'information, inscrit à l'article 457-1 du Code civil, n'est pas simple à satisfaire. Cela passe par une adaptation continue du contenu des informations transmises. Nous le savons, l'information est à la base de l'accompagnement des personnes prises en charge. Elle est fondamentale, car elle permet à la personne protégée de consentir de manière éclairée à un acte ou de ne pas y consentir en raison de ses effets. Par ailleurs, nous intervenons dans le respect de l'article 415 du Code civil, où il est notamment indiqué que la protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Dans notre situation, toute la difficulté réside dans la communication. Monsieur Dupont n'est pas toujours en capacité de comprendre ou de prêter attention aux informations qui lui sont communiquées. Il a des difficultés à se concentrer et à être attentif pendant nos explications. Les décisions contraires à ce qu'il exprime sont perçues par lui comme des atteintes à sa liberté. Les échanges verbaux avec monsieur Dupont sont difficiles et un entretien physique peut être compliqué. L'attention de monsieur Dupont est difficile à mobiliser. Il prend des décisions de manière obsessionnelle. Lorsqu'il est focalisé sur une idée ou un point de vue, il ne peut s'en détacher. Il a besoin de répéter et de nous entendre répéter. Son attitude révèle une angoisse aiguë permanente résultant de sa pathologie qu'il ne peut réfréner. Dans le cas de ces problématiques liées au logement, l'information porte également sur les risques que lui fait courir son comportement et les troubles de voisinage qu'il occasionne, et plus particulièrement son maintien sur son lieu de vie. Nous lui expliquons le risque d'expulsion et le risque de violence à son encontre de la part des voisins. Nous lui rappelons également fréquemment ses droits et ses devoirs de locataire. Lorsque nous signalons à M. Dupont que son comportement n'est pas adapté, il nie les faits, puis il finit par dire qu'il ne sait pas pourquoi il agit comme ça, mais qu'il fera des efforts. Ce discours apparaît surtout quand il se sent en danger, quand il comprend qu'il pourrait y avoir des conséquences à ses actes, même si finalement sa seule volonté n'est pas suffisante à l'amélioration de ses conditions de vie. Nous ne pourrons pas agir sur le comportement, même si les voisins et le bailleur public se retournent vers nous pour nous inviter à prendre des mesures à son encontre pour que son attitude change. Le protecteur n'a pas vocation à faire cesser un trouble de voisinage que son protégé occasionnerait. Il appartient au bailleur d'engager les actions nécessaires, ce que ne fait pas le bailleur public dans cette situation. Par contre, il maintient une forte pression sur nous. Pour apaiser les tensions avec les tiers, il est important de leur expliquer quelles sont nos missions, mais aussi les limites de notre intervention,
car nous sommes souvent attendus là où nous n'avons pas à être. La méconnaissance de nos missions crée des attentes auxquelles on ne peut pas répondre. Lorsqu'il y a une mesure de protection, la plupart des gens ont tendance à croire que le protecteur a tout pouvoir. On a souvent droit à cette phrase « si ce n'est pas vous, qui peut agir ? Et à quoi vous servez ?» Il est donc important de renvoyer le tiers vers l'interlocuteur approprié. Montrer une écoute attentive et échanger en restant évidemment dans la limite de notre discrétion professionnelle permet très souvent de désamorcer une situation conflictuelle où le protégé est pris à partie, comme dans notre cas. Alors, dans notre situation, se pose la question du maintien sur le lieu de vie. Le choix de M. Dupont, c'est de rester dans son logement. C'est d'ailleurs un principe qui est rappelé dans l'article 459.2 du Code civil. Et pour respecter au mieux ce choix, on essaye de faire en sorte que les conditions de vie de M. Dupont soient les plus décentes possibles. Donc, cela suppose l'intervention d'auxiliaires de vie, dont le maintien est parfois remis en question en raison de son attitude, parce qu'il fait preuve, disons, de peu de pudeur, il peut tenir des propos agressifs, et puis il refuse aussi de participer à l'entretien de son logement. Se pose également la question de la capacité de monsieur à pouvoir occuper un logement autonome et de vivre en sécurité et de manière digne. Une évaluation de sa situation est envisagée avec une équipe pluridisciplinaire composée d'infirmiers qui interviennent au domicile, du service d'aide à domicile, du service de psychiatrie et d'Escale Santé 41, qui est un dispositif d'appui et de coordination présent dans tous les départements, qui aurait pour rôle de coordonner l'ensemble des acteurs impliqués autour de la situation de M. Dupont. Donc, au final, le mandataire prendra part à la décision qui sera prise quant au choix du lieu de vie, mais il n'est pas compétent pour évaluer la capacité de monsieur à se maintenir dans son logement ou à évaluer non plus la structure qui serait la plus adaptée à sa perte d'autonomie. Ici, le curateur ne peut pas rester seul dans cette situation. Il est nécessaire que d'autres acteurs se mobilisent, même si parfois c'est assez compliqué, mais un réseau de partenaires est indispensable pour pouvoir effectuer une réflexion commune autour des difficultés de M. Dupont. L'éventualité d'un accueil en hébergement collectif a déjà été travaillée avec M. Dupont en 2021 lors d'une hospitalisation et avec l'assistante sociale du service de psychiatrie. À ce moment-là, il consentait à faire des démarches auprès des foyers qui étaient autour de son lieu de vie actuel, parce qu'il craignait d'être expulsé. Mais finalement, à sa sortie d'hospitalisation, il nous indiquait clairement qu'il ne voulait plus intégrer de foyer et rester dans son logement. Donc, nous proposons au docteur Le Carpentier d'intervenir sur ce point logement, si vous le souhaitez, docteur. Vous m'entendez? C'est une question très, très compliquée quand même, parce qu'effectivement, il est très exigeant et peu coopérant. Et au fond, il met en difficulté toutes les personnes qui interviennent auprès de lui. Et comme c'est souvent, c'est vrai que c'est le mandataire qui le protège et qui recueille quant à la santé et à la situation de ce monsieur. Alors, c'est vrai que moi, je pense que c'est une bonne chose que d'essayer de réunir tout le monde et d'essayer de dégager une solution. Mais voilà, lorsque monsieur, lui, dit qu'il ne souhaite pas modifier quelque chose de son mode de vie actuel, effectivement, il est pris dans cette persévération de pensée, comme il est pris dans ces questions répétées, comme il est pris dans cette obsession, comme il est pris aussi dans son incurie, à la fois pour son appartement et pour sa propre hygiène. Donc, on voit bien qu'il est quand même dans des extrêmes difficultés de se situer lui-même et d'accepter aussi de pouvoir être aidé par les personnes qui interviennent à son domicile et qui sont usées apparemment. Là, les derniers qui se sont occupés de lui, en tout cas, ont souhaité ne pas continuer à s'occuper de lui. Et il faut trouver des solutions. C'est vrai que des cas comme ça se sont quelquefois posés pour nous
qui incite à... Docteur Le Carpentier, est-ce que vous pouvez couper votre vidéo pour qu'on puisse bien récupérer votre son? Je suis désolée pour les spectateurs, mais la clinique de la Borde n'a pas un réseau formidable. Donc, voilà, peut-être couper votre vidéo, docteur, qu'on vous entende bien, que ça ne coupe pas. Je vous remercie. Ben voilà, là, oui, ce que je disais n'était pas compréhensible. Non, Alors, ça a coupé il y a 2 minutes, il y a 2 secondes, ne vous inquiétez pas, vous pouvez 2 minutes, reprendre. 2 Non, non, secondes. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ben, enfin, donc, en tout cas, on voit bien que les personnes qui l'aident à son domicile sont assez facilement usées par les répétitions multiples auxquelles il les soumet, et aussi à une certaine forme de refus des aides qui lui sont proposées. Donc, c'est vrai que l'idée, en tout cas, de se réunir à plusieurs avec le service qui le soigne en psychiatrie, c'est une absolue nécessité. Donc voilà, mais dans le temps, on réussissait, grâce à des équipes de secteur psychiatrique, on réussissait à faire en sorte que les personnes puissent être aidées sans qu'il y ait de grandes coupures entre la dimension sociale et la dimension thérapeutique. Aujourd'hui, c'est plus difficile à réaliser, évidemment, puisqu'il y a peu de possibilités pour les services publics de se rendre à domicile. Et la loi elle-même, elle a aussi changé, puisque du sanitaire vers le médico-social se trouve être finalement le seul interlocuteur possible, et retourner dans le champ thérapeutique est quelquefois une grande difficulté. Donc moi, je n'ai pas de solution. Nous avons perdu le docteur Le Carpentier, mais en général, ça revient assez rapidement. Et qui, Voilà. qui, du coup, a pu bénéficier d'une thérapeutique, ce qui a soulagé les gens qui s'en occupaient. Docteur, est-ce que vous pouvez juste nous redonner ce cas, puisque ça a coupé, nous n'avons pas entendu votre explication juste de cet exemple que vous nous donniez, s'il vous plaît. Eh bien, comme cela a été fait un petit peu pour ce monsieur à d'autres reprises, c'est vrai que l'hospitalisation permet quelquefois de reprendre et redonner une priorité à une thérapeutique active, et du coup à soigner une personne sans avoir trop d'exigences comportementales pour lui. C'est ça aussi, il y a des moments où ce monsieur de 42 ans s'alcoolise trop et du coup n'a plus du tout la maîtrise de ce qui lui arrive. Donc il faut qu'il trouve quand même, me semble-t-il, asile quelque part, et qu'il puisse aussi se sevrer là où il serait accueilli, de manière que l'ajustement de Docteur? Eh oui, c'est la difficulté. Oui, là, on vous réentend. Oui, ça coupe, mais ne vous inquiétez pas. Donc, je disais thérapeutique active, peut-être dans un premier temps, avec sevrage des comportements d'alcoolisation qui viennent vraiment perturber beaucoup les relations humaines. J'ai une question pour vous. Il y a quelqu'un qui demande qu'en est-il du certificat médical mentionnant l'impossibilité de retour à domicile ou l'hospitalisation sous contrainte si un danger est avéré. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on verra aussi dans la deuxième partie. Hein, et peut-être qu'on peut déjà anticiper en répondant un peu, surtout sur la question de ce fameux certificat médical d'impossibilité de retour à domicile. Il est clair que ce certificat, on ne l'a pas demandé pour le moment. Alors, les hospitalisations sous contrainte, il y en a eu plusieurs.
mais on ne s'est pas encore effectivement penché sur cette question du certificat. On n'est pas encore arrivé là. Est-ce que vous avez d'autres questions, les participants, sur la question du logement, qui est une question prégnante régulièrement, sur ces difficultés? N'hésitez pas aussi à faire part des difficultés que vous pouvez vous-même rencontrer par rapport aux autres acteurs, et comment vous-même, vous travaillez peut-être conjointement avec d'autres professionnels sur le terrain sur cette question-là. Nous sommes à votre écoute pour répondre, en tout cas sur cette partie logement. Mesdames Sapin et Guibert, ainsi que le docteur Le Carpentier peuvent échanger avec vous sur cette question liée au logement. Alors, j'ai quelqu'un qui dit, concrètement, que pouvons-nous répondre officiellement aux sollicitations dans une telle situation? Alors, peut-être reprendre un peu plus dans le détail, peut-être Madame Guibert, ce que vous avez pu, au fur et à mesure, et même avec Madame Sapin par rapport au travail d'équipe, ce que vous avez pu répondre, et bien donc aux bailleurs sociaux, aux différentes peut-être assistantes sociales qui sont présentes. Docteur Le Carpentier, vous vouliez intervenir? Mais le son que j'entends s'interrompt aussi fréquemment. En fait, ce qu'il y a, je suis resté tout à l'heure à l'histoire du certificat. Personnellement, oui, ça m'est difficile d'y répondre parce que je ne travaille pas dans le service public, mais je pense que ces questions-là s'adresseraient aux médecins service public. Et voilà, nous, en tout cas dans la clinique où moi je travaille, nous essayons d'être très réactifs aux sollicitations et d'intégrer, au fond, thérapeutique et insertion dans un même processus. Mais dans le service public, je crois qu'on a plutôt tendance à distinguer thérapeutique et insertion, et que le lien entre les deux, du coup, peut se faire avec plus de difficultés. Très bien. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient de dire le docteur Le Carpentier, ou bien là j'ai pas mal de questions, donc on peut peut-être repartir sur… Oui, docteur? Oui, je ne vous entends plus. D'accord. Ouais. Ça y est, je réentends. Ça y est, bon, parfait. Alors, j'ai plusieurs remarques par rapport d'ailleurs à réexpliquer comment vous avez répondu aux sollicitations. Allons-y. Comment vous, peut-être un peu plus en détail, comment vous arrivez à répondre aux sollicitations que vous pouvez avoir d'acteurs externes qui sont aussi en lien plutôt avec le majeur protégé et souvent dans un conflit? Alors d'abord, allez-y Laura. Okay. Je ne coupe pas la parole, docteur Le Carpentier. Dans notre situation, c'est surtout les acteurs donc médicaux, mais on y reviendra dans une deuxième partie, et puis les acteurs dont on parlait tout à l'heure qui tournent autour du logement. Donc on a eu les voisins, la gardienne, le bailleur. Le plus important, je pense, qui a un peu atténué le conflit, c'était de réexpliquer nos missions, dans quel cadre on intervenait, ce qu'on pouvait faire, ou au contraire directement ce qui ne revenait pas à notre service. Alors, c'est vrai que on est quand même soumis à une discrétion professionnelle. Alors, on ne va pas s'étendre sur la situation de Monsieur Dupont. Néanmoins, les personnes qui nous appellent, qui nous contactent, savent déjà qu'il y a un suivi psychiatrique, qu'il y a l'UDAF, qu'il y a d'autres intervenants. Alors, on peut en parler quand même assez librement en leur expliquant ce que chacun fait. Et puisqu'on va pouvoir aussi discuter avec Monsieur Dupont, ce que lui est en capacité de comprendre, et ce qui sera aussi surtout du fait des services médicaux, parce que ces difficultés, elles sont clairement liées à son état de santé. Donc, nous, on est le réceptacle un petit peu de toutes les plaintes, et on doit aussi tout retranscrire au service de psychiatrie, notamment dans notre situation.
Et ça permet un petit peu quand même d'apaiser les esprits en leur faisant comprendre que même si finalement ce n'est pas nous directement curateurs qui pouvons désinfecter le logement et voilà, on leur fait comprendre que Monsieur Dupont a quand même une capacité de prise de décision, qu'on doit respecter aussi ses choix et qu'à côté, il y a les services médicaux qui pourront intervenir et qui tenteront de faire en sorte que, avec effectivement l'appui des partenaires autour, sa situation pourrait s'améliorer. Alors, ça permet d'apaiser un petit peu, c'est pas très durable parce que on est quand même sur une situation qui dure depuis des années. Ça fait très long pour les voisins et le bailleur. Mais bon, je pense que surtout, c'est la communication, expliquer ce que c'est la réalité avec les services médicaux et voilà, et nos missions surtout. Voilà. Madame Sapin, est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez ajouter? Je confirme ce que Madame Guibert vient d'expliquer. Je n'ai rien à apporter d'autre. D'accord. Alors, j'ai une autre... justement, toujours dans cette question du logement, deux choses, deux questions d'abord, et puis une situation similaire qui est expliquée. Quand il n'y a plus de possibilité de maintenir l'hospitalisation et impossible de retour à domicile, pas de place en établissement, on fait comment? Ben, on n'a pas de baguette magique. Les places en foyer sont rares. Si la personne n'adhère pas, c'est encore plus compliqué. Effectivement, je voyais dans les questions, effectivement, on a certains majeurs qui sont SDF, faute de solution. D'accord. C'est pour ça qu'on essaye tant bien que mal de maintenir la personne le plus longtemps dans le logement avec l'aide du service médical, mais ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours possible. Donc, effectivement, certains sont SDF, c'est vrai. De même, comment on fait quand plus personne ne veut louer aux majeurs? Ni un bailleur privé, ni un bailleur social. Comment on fait? Là, c'est pareil, c'est compliqué parce qu'en plus, cette situation, en ce moment, chez nous, à l'UDAF 41, les cas se multiplient. On a beaucoup de majeurs protégés à reloger. Et franchement, on n'a pas encore répondu à la question parce qu'on est très, très embêtés dans plusieurs situations. On ne sait pas pour le moment comment on va faire. D'accord. Alors là, c'est une question que moi je vous pose. Il n'y a pas de notion de droit opposable au logement ou de choses comme ça qui rentrent en compte dans ce genre de cas? Après, on peut faire des demandes via le SIAO pour orienter vers différents types d'hébergements, mais les places sont rares. On est confronté à ça aussi. Manque de place dans les foyers, manque de place dans les hôpitaux, des hôpitaux qui ont changé un peu de politique, donc il y a moins en moins de place partout. Enfin, franchement, c'est compliqué pour nous. Le relogement est un vrai problème. Et je reprends la suite en précisant que dans certaines situations, effectivement, on a beau de solliciter la préfecture, le 115, les différents foyers, on a beau avoir toutes les orientations possibles et imaginables, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, même en accueil d'urgence. En tout cas, sur notre secteur, c'est assez bouché, même si finalement, on a quand même pas mal de possibilités. J'imagine que c'est partout pareil. Voilà, on a une accueil d'une nuit ou deux, et puis après, ça se termine. Les solutions, parfois, dans la théorie, on les a, mais en pratique, on n'y a pas accès. D'accord. J'ai donc quelqu'un qui explique qu'il y a une situation similaire. Ils ont déposé une demande SIAO, c'est ça de ce dont vous parlez, pour un locataire qui a eu des dégâts des eaux à plusieurs reprises, ce qui a occasionné une mise en péril du logement avec interdiction d'habiter dans le logement. Le majeur protégé était donc à la rue. Il ne veut pas être hospitalisé, il ne veut pas de structure et la mairie n'a pas de solution de relogement. C'est une vraie impasse. Il y a aussi donc un DAO, D-A-H-O, je ne sais pas ce que c'est. C'est une demande de... Le droit au logement opposable, j'imagine. Ah d'accord. Mais le majeur protégé a refusé l'orientation du préfet, donc il n'y a pas, pas de médecin, pas de suivi psychologique, pas de suivi psychiatrique. Voilà. Donc là, c'était un complément, une remarque complémentaire par rapport à ce que vous disiez. Une autre personne qui dit que
qui est une vraie question parce que c'est vrai que c'est bien d'expliquer aux autres acteurs de terrain la situation, mais dans l'intervalle, la personne, elle reste soit dans un logement insalubre, soit à la rue. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie question là, une question morale a priori, que la personne se pose sur, voilà, sachant que le logement est une des missions prioritaires, voilà, ce que la personne indique. Quelqu'un d'autre dit qu'elle a rencontré une même situation avec une personne en curatelle. Je mets bien les guillemets, se comportait bien au moment de l'hospitalisation et donc elle a été ressortie au bout d'une semaine, mais en fait ça n'a pas du tout réglé les problèmes que cette personne pouvait avoir, pouvait rencontrer. Et que en curatelle, voilà, là c'était la limite de la protection où voilà, on ne pouvait pas agir plus loin et avec vraiment des difficultés du grand public aux alentours de comprendre en fait ce qu'était le mandat là-dessus. On a des choses sur l'hospitalisation, donc les questions sur l'hospitalisation, je les garde pour après, puisqu'on a une deuxième partie vraiment sur les liens avec la psychiatrie, donc je garde ces questions-là pour après. Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'à Paris, il ne reste plus que les hôtels sociaux et que c'est vraiment pas confortable et que c'est insalubre. Et quelqu'un dit qu'il y a les mêmes difficultés dans le département 17. Donc, si je me trompe et si je me souviens bien de mon apprentissage de département, ça doit être vers la Charente. Voilà, vous m'arrêterez si je me trompe. Hein. Charente-Maritime. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Voilà, il y a les majeurs protégés qui refusent les hôtels sociaux et le 115 parce qu'il y a d'autres problématiques qu'on rencontre dans le présence on a le même social. On a le même cas dans le 41 pour les des agressions, des vols. Enfin voilà, là se retrouvent même pour des personnes qui sont pas non plus même des majeurs non protégés. Hein. Quelqu'un qui dit que le mandataire a une obligation de moyens, pas de résultat. Alors ça, voilà, on pourra en discuter aussi. Il peut contribuer à l'amélioration de la situation, mais il n'est pas là pour réparer la situation et réparer les manquements des autres acteurs autour. Il y a aussi des difficultés dans le 56. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire tous les départements puisqu'a priori c'est tout le monde. Voilà. Ça se rajoute, quelqu'un dit que de toute façon il y a des difficultés de logement dans le pays et donc la difficulté liées au mandat et aux besoins de protection, ça se rajoute sur ces difficultés-là. Alors, quelqu'un nous dit que dans le 21, ils ont une commission qu'ils appellent cas complexe au sein de la MDPH, qu'ils utilisent aussi... Ah oui, qui travaillent avec les infirmiers en pratique avancée, avec le CHS ou le DAC 21, qui est un dispositif infirmier pour personnes isolées. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez aussi dans le 41 ou que, voilà, ou que le docteur Le Carpentier peut-être peut rebondir si ce sont des dispositifs qu'il connaît. Ce sont des dispositifs dont on sait qu'ils existent un petit peu dans toute la France, mais bon, on peut multiplier les dispositifs, mais malheureusement, quand la thérapeutique active est nécessaire, l'hôpital doit pouvoir répondre de façon opportune. Et effectivement, vous évoquez un cas où quelqu'un, comme si cette personne se conduisait bien à l'hôpital, elle est restée une semaine. On sait tous parfaitement que ça n'est pas en une semaine que les choses peuvent se régler et que, en plus, il faut prévoir que des soins actifs puissent continuer après une sortie d'hospitalisation et que ces soins actifs-là nécessitent ce que dans le temps on appelait une politique de secteur et ce qu'aujourd'hui, il faut des visites à domicile, des actions d'hôpital de jour, etc. Nous, à la clinique où nous n'avons aucun des dispositifs du service public, nous avons aussi des appartements associatifs et nous rendons des visites aux personnes à leur domicile de manière à pouvoir les soutenir dans leur capacité d'habiter.
Donc voilà, c'est très… voilà, c'est quand même la dimension… c'est très difficile, je pense, pour les travailleurs sociaux d'être confrontés à des pathologies qui sont lourdes, avec des personnes qui ont aussi des troubles du caractère, des symptômes de grande nuisance et qui se trouvent esselés eux-mêmes par rapport à tout cela. S'il n'y a pas de soutien d'une thérapeutique active, c'est difficile. Alors c'est vrai que dans le Loir-et-Cher, nous souffrons beaucoup aussi probablement du côté du service public et que ça ne facilite pas non plus les possibilités de travail. Le Loir-et-Cher se trouve dans la région centre, c'est-à-dire la région qui a la moindre densité médicale et de spécialité de toute la France. Donc voilà, il y a peut-être beaucoup de difficultés aussi qui viennent de cette souffrance-là, de l'organisation, disons, du territoire de santé et du nombre des médecins, des généralistes comme des spécialistes. Et effectivement, même et y compris l'hôpital lui-même, Christelle l'évoquait, a réduit ses capacités d'accueil des personnes en psychiatrie, du fait du moindre nombre de médecins qui pouvaient travailler sur place. Donc, on tourne un petit peu en rond dans tout cela, et l'espoir que le médico-social pourrait se substituer aux thérapeutiques actives est souvent mis en difficulté, me semble-t-il. Voilà, donc nous, qui sommes un établissement privé, nous essayons de soutenir au long cours une thérapeutique active auprès des personnes, et le service public n'en a pas toujours la possibilité. Merci, merci docteur. Alors, on a pas mal de remarques encore sur la question du logement. Il y a quelqu'un qui rappelle qu'on a souvent des difficultés à mettre en place le ménage ou l'aide à domicile quand il y a des questions de matière fécale. En fait, les personnels font un droit au retrait. Donc, il réexplique qu'eux aussi, voilà, ils ont ces difficultés-là. Vous parlez d'un changement en janvier 2023, c'était lié à ça? C'est des personnels qui ne voulaient plus intervenir au domicile de M. Dupont? Oui, entre autres, c'était ça. Alors, il y avait ce problème effectivement que monsieur se faisait dessus, hein, et qui ne voyait pas le problème de laisser ça par terre sans aider en tout cas les intervenantes à essuyer. Il y avait le problème de l'alcoolisation qui faisait qu'il pouvait parfois avoir des mots déplacés, qui ne se rendaient pas compte qu'il leur ouvrait, il était sans slip, clairement, hein. Donc voilà, tout ça, au bout d'un moment, ça faisait vraiment des années qu'elles intervenaient, elles en ont eu assez, elles ont dit stop, c'est plus possible, on se retire. Voilà. Et après, il a fallu chercher quelqu'un d'autre qui a accepté d'intervenir. Encore une difficulté. On est au début, là, c'est les prémices de leur intervention. Donc, on va voir comment ça se passe maintenant. On croise les doigts. J'ai quelqu'un qui me réexplique ce qu'est le DAO et le DALO, donc je le remercie. Je la remercie parce que c'est vrai que voilà, pas forcément tous les termes techniques, donc je vois bien la différence maintenant. Donc merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui confirme cette idée de tourner en rond, hein, que dans son département, ils ont ce fameux dispositif RAPT, qui est un nom un peu étonnant. Bref, réponse adaptée pour tous. Voilà. Oui, une réponse adaptée pour tous, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on essaye de se faire. Voilà, mais qu'en fait, il n'y a pas de place. Donc, de toute façon, la réponse est difficile. Hein. Quelqu'un dit, en cas de nuisance de voisinage, dégradation de logement avec dépôt de plainte des voisins, de bailleurs, etc., il y a toujours des suites données par la gendarmerie ou le commissariat. Est-ce que ça peut être un appui pour un relogement? Un appui. Alors, monsieur Dupont, il a la chance ou la malchance d'être connu, hein, du coup, du service de police de Blois. Donc, disons que quand ils interviennent, il n'y a pas vraiment de suites qui sont données. Et dans son cas, je ne suis pas sûre que ça l'aiderait. Il n'y a pas beaucoup d'autres bailleurs sociaux qui accepteraient de relouer si c'était au courant de ça. Voilà. On a 3 bailleurs sociaux. Pardon. Je dis, on a 3 bailleurs sociaux dans le département et franchement, les dossiers sont connus de bailleur à bailleur.
Donc, si un bailleur expulse un de nos majeurs protégés, il est peu probable qu'on puisse le reloger auprès des 2 autres. La réalité, c'est celle-là aussi. Quand on est gréé auprès d'un bailleur public, on a peu de chances de se reloger dans le social. Voilà. Quelqu'un nous dit qu'il a eu les mêmes difficultés aussi à La Réunion, qu'on salue. Merci d'être avec nous à cette heure. Voilà, avec le décalage. Quelqu'un qui dit quand le MP, le majeur protégé, est dans le logement et qu'il se comporte de façon inadaptée, toutes les personnes de son environnement, et à juste titre, nous tombent dessus. Et comment on fait pour... Donc concrètement, on leur répond, on ne peut rien faire, y compris par courrier, point d'interrogation. Je vais répondre. Je vois que vous êtes tous... Ah oui. Alors, on évite de leur répondre, on ne peut rien faire. Même si c'est le cas, on leur explique pourquoi on ne peut pas rien. On a fait certaines choses et pourquoi on ne peut pas aller plus loin souvent. Après, la vérité, c'est qu'on ne peut pas toujours faire. Hein. Il faut aussi que les partenaires ou monsieur, madame, tout le monde le sache, hein, la mission du mandataire, ce n'est pas de régler tous les problèmes. On n'a pas de solution à tous les problèmes. Donc, au bout d'un moment, la vérité, c'est que quand on ne peut rien faire, on l'explique. On explique pourquoi, effectivement, soit ce n'est pas notre ressort, soit on n'en a pas les moyens techniques ou les ressources, parce que aussi le majeur protégé, il a son mot à dire et qu'on ne peut pas toujours aller au-delà de son avis. Voilà, quelqu'un me parle du dispositif Communauté 360. Ça, on ne connaît pas, moi je ne connais pas. Non. Qui, a priori, existe dans un certain nombre de départements. Alors, est-ce que quelqu'un peut me confirmer, c'est avec la MDPH peut-être? Si quelqu'un peut le confirmer dans le chat, parce que, voilà, savoir. Hop, hop, hop. Voilà. Il y a quelqu'un qui explique aussi que, voilà, pour les majeurs protégés, c'est aussi le droit commun qui s'applique. Et que donc, c'est comme un locataire normal, c'est au bailleur de faire son travail, c'est au voisin de porter plainte le cas échéant. C'est voilà, c'est comme dans un cas de droit commun. Voilà, c'est à eux c'est aux voisins aussi de se retourner vers les bons interlocuteurs qui, du coup, ne sont pas forcément, enfin, qui ne sont pas les mandataires, en fait, hein, et d'agir comme si c'était une personne qui n'était pas forcément sous protection, quoi, là-dessus. Voilà, et de rappeler que les comportements et les choix des comportements restent malgré tout de leur responsabilité aussi. Voilà. Vous n'êtes pas... Voilà. Quelqu'un parle de la notion de logement inclusif. Voilà, les programmes de logement inclusif qui pourraient être développés justement pour faciliter aussi, comme vous l'expliquiez, hein, docteur, vous avez, avec les appartements que vous avez autour de la clinique. Oui, mais bon, ils n'obéissent pas à cette dimension-là du logement inclusif. Ils existent depuis 40 ans et nous, voilà, nous y travaillons avec régularité depuis 40 ans. Mais c'est vrai que toutes ces... Enfin bon, il y a beaucoup de symptômes de ce monsieur sont des symptômes qu'on appelle pathoplastiques, c'est-à-dire qui sont des symptômes qu'il a à son domicile et qui dépendent du coup de la façon dont ça se passe à son domicile. Et apparemment, ces symptômes-là s'arrêtent lorsqu'il est hospitalisé. C'est-à-dire, lorsqu'il est hospitalisé, il utilise les toilettes normalement. Et évidemment, il ne peut plus s'alcooliser, donc il perd un peu moins la capacité de se retenir, etc. Et il peut avoir un mode de vie tout à fait autre lorsqu'il est entouré d'une façon, de façon plus permanente, comme ça l'est à l'hôpital. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui lui est difficile. Il appelle
10 fois, 20 fois par jour son mandataire et l'UDAF parce qu'il y a quand même là une certaine disponibilité qu'il ne trouve pas ailleurs. Mais il a besoin d'une sorte de réassurance permanente et de quelqu'un qui lui garantit qu'en effet, il compte pour un certain nombre de personnes et qu'il n'est pas seul au monde, parce que c'est quand même ce qui arrive un petit peu à ce monsieur. Il est orphelin, si on peut dire, à 42 ans, c'est le cas depuis 10 ans déjà, et avec des troubles psychiques et mentaux qui existent depuis sa plus tendre enfance. Donc, on voit bien qu'il est, lui, à l'extrême des difficultés qui se posent et où finalement tous les intervenants n'arrivent pas à endiguer ces symptômes pathoplastiques, c'est-à-dire ces symptômes qui sont dus à ces conditions même d'existence. Alors, lui, voilà, quand il est dans une collectivité hospitalière, il réussit à peu près à se tenir mieux. Et la greffe vers une autre communauté que celle de l'hôpital semble difficile à obtenir. Il n'a pas d'adhésion. Peut-être faut-il trouver des modalités, des modalités d'accueil transitoires, mais assez durables, si l'hôpital lui-même ne peut pas l'accueillir pendant plus de 8 jours ou pendant plus de 15 jours. Enfin voilà, il faut essayer de trouver des lieux peut-être qui pourraient l'héberger et dans lesquels il se sentirait mieux que dans son isolement à son domicile. Enfin, ce sont des ajustements, hein, mais qui sont des transformations de mode de vie extrêmement difficiles pour tout le monde, et en particulier quand il y a des dimensions psychotiques aussi dans le rapport à l'espace. Alors ça, c'est d'une complexité inouïe. Déjà, chez des personnes qui n'ont pas de graves troubles psychiques, il y a des dépressions de déménagement, mais parce qu'il est difficile de se séparer d'un espace dans lequel on s'est investi pour aller dans un autre espace, même si dans cet autre espace, on s'y trouverait mieux. Donc, c'est d'une très grande complexité, ça. Et effectivement, peu de personnes sont sensibles à cette dimension-là, et on a plus vite fait de dire il n'y a pas de trouble psychique. Donc, il y a un peu un effet patate chaude, quoi. C'est compliqué. Parce que la complexité des situations n'arrive pas à être traitée à partir de la position que chacun occupe. Et finalement, la position centrale du mandataire lui permet de repérer tout ce qui ne se passe pas bien autour du majeur protégé, mais sans avoir de capacité organisatrice d'une sorte de collectif actif et avec au-delà des partenariats, fabriquer ce que nous appelons par exemple une constellation, c'est-à-dire un certain nombre de personnes, 8, 7, 8, 10 personnes qui sont toujours les mêmes et qui garantissent une sorte de sécurité pour les personnes dans leur modalité d'habitation ou de fréquentation des lieux dans lesquels ils sont amenés à aller selon les moments et selon les nécessités et selon aussi les investissements personnels. Donc, il y a une logique collective qui est toujours extrêmement difficile à mettre en place, et c'est cette logique collective qui permet un certain accès à l'espace et à l'investissement de l'espace. Alors, ça a l'air un petit peu pataphysique, mais c'est vrai que l'espace dans lequel ce monsieur est logé, il n'arrive pas à y habiter. Donc, il a une errance dans sa propre habitation. Donc, ça a l'air bizarre, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est dans un logement qu'il y est véritablement dans un investissement de soi-même avec une capacité d'y habiter. Donc, c'est d'une complexité qu'il faudrait pouvoir intégrer, et que nous, en tout cas dans l'expérience que nous faisons à la Borde depuis 1953, on essaye de tenir compte de ces dimensions-là pour que les personnes puissent
au mieux continuer de se soigner en tenant compte de ces logiques d'investissement de l'espace. Alors justement, pour rebondir, on a beaucoup de questions, donc j'en choisis, et de remarques, j'en choisis deux. Vous parliez de la constellation. Il y a quelqu'un qui parle dans son département des pères aidants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé de mettre en place? Est-ce que c'est des choses qui vous paraissent pertinentes pour justement l'investissement aussi, peut-être même dans le logement? C'est-à-dire avoir quelqu'un qui vient régulièrement, mais qui n'est pas quelqu'un enfin voilà, qui est quelqu'un qui connaît la situation parce que lui-même n'en est pas forcément loin. Alors, à ma connaissance, ce dispositif, il est peu développé dans notre département, surtout dans le nord. Nous, on est plutôt au centre du département. Il y a très peu de pères aidants et sur Blois, je crois qu'il n'y en a pas. Et puis, surtout, la difficulté avec M. Dupont, c'est de laisser entrer la personne chez lui. Voilà, il lui a fallu un certain nombre d'heures avant d'accepter une aide à domicile et pas la deuxième, allez savoir pourquoi. Donc, effectivement, ça pourrait être une solution, mais je ne pense pas qu'elle soit possible sur Blois. Mais je trouve c'est intéressant que vous vous posiez la question de pourquoi il s'entend mieux, si on peut dire, avec une des deux personnes et moins bien avec l'autre. Ben ça, c'est quelque chose qui a à voir avec le style de M. Dupont et avec le style des personnes. Mais notre style, on n'en a pas la maîtrise. Et effectivement, il y a là quelque chose dans le style de l'une où il trouve une proximité habitable, alors que dans le style de l'autre, il ne trouve pas une proximité habitable. La constellation, c'est d'essayer de trouver quelles sont les personnes qui ont un style qui permet à la personne de se sentir bien pour elle-même dans sa fréquentation. Donc, c'est ça qui est le plus difficile à repérer parce qu'il y a aussi une grande mobilité des personnels dans tous les lieux où on aide les personnes. Donc, c'est ça aussi, comment créer une stabilité d'une certaine constellation qui accueille les nouveaux arrivants avec lesquels il y a une affinité qui rassure le majeur protégé et qui permet aussi de parler des difficultés qu'il peut y avoir avec l'une ou l'autre des personnes qui sont de la constellation, mais qui sont investies d'une façon moins positive ou plus négative par ce monsieur. Donc, enfin, ça nécessite tout un travail comme ça sur la dimension collective autour de la personne. Alors, j'espère que ça pourra se faire pour M. Dupont actuellement dans notre département, mais c'est une question qui se pose aussi dans la plupart des départements et avec les personnes qui, comme lui, sont en extrême difficulté d'habitation. Parce que le logement, c'est une chose, mais habiter un logement, c'est compliqué. Même en philosophie, on dit il y a une sorte de quelque chose qui est bâtir, habiter, penser. Mais la question de l'habitation, c'est comme la question de l'errance, c'est extrêmement complexe. Hein. Il y a un grand texte d'un psychiatre phénoménologue qui s'appelle Roland Kuhn, K-U-H-N, qui s'appelle l'errance comme problème psychopathologique ou déménager. Et ça, on le trouve sur Internet, ce texte-là, mais qui peut faire penser que habiter, c'est quelque chose de complexe. C'est pour ça que je parlais des dépressions de déménagement, parce que nous avons tous dans notre entourage des personnes qui ont déménagé et qui se sont senties moins bien après qu'avant, ou pour lesquelles ça a occasionné comme une sorte de deuil de l'espace pour pouvoir se réinvestir, initial, pour pouvoir se réinvestir dans un nouvel espace. Voilà, c'est très compliqué. C'est aussi pour ça que les personnes âgées ont des difficultés à quitter leur logement
pour aller ailleurs en EHPAD, ou etc. Et enfin voilà, toutes ces questions de l'espace sont extrêmement subtiles à notre humanité, hein, et on est tous entre les dimensions anthropologiques, on peut dire, de errance et sédentarité. Et la sédentarité, elle devient une habitude à laquelle à partir de laquelle on peut se confiner soi-même dans un lieu. Alors que dans notre vie, quand on réussit à dialectiser les deux dimensions, ben notre mobilité nous permet de faire des exercices de séparation de l'espace dans lequel nous habitons, nous vivons, pour aller vers d'autres espaces de la cité que nous investissons. Enfin voilà, c'est d'une complexité très grande, hein, qui existe depuis que l'humanité existe. Merci, docteur. Je voudrais juste conclure cette première partie pour qu'on puisse passer à la seconde avec une dernière question qu'on n'a pas abordée pour l'instant. C'est la place du juge dans tout ça. Comment est-ce qu'il a agi, le juge? Comment est-ce qu'il a réagi? Comment il est intervenu par rapport à cette situation? C'est une question qui revient régulièrement. Voilà. Alors, le juge, on le tient régulièrement informé de ce qui se passe dans la situation de M. Dupont. On lui explique les difficultés rencontrées et les solutions qu'on peut apporter, mais on ne l'a pas saisi d'une requête précise pour qu'il se positionne pour le moment. On n'est pas encore au bout de notre réflexion. Donc, le juge est tenu informé de ce qui se passe, mais pour le moment, il n'est pas saisi d'une éventuelle requête. Merci. Je vous propose d'entamer la seconde partie de l'intervention sur la relation avec les services de psychiatrie. Et Laura, c'est à vous. Alors d'abord, on échange, nous, avec les infirmiers libéraux qui interviennent quotidiennement au domicile de M. Dupont et qui nous informent sur son état de santé général. Alors c'est vrai qu'en période de rupture de soins, puisqu'il y en a eu, le passage de ces infirmiers nous permettait de faire une veille auprès de M. Dupont et nous faisait remonter les difficultés qui étaient rencontrées à son domicile. Comme ça, nous, on pouvait faire aussi retranscrire au service de psy les besoins de soins. Alors, Monsieur Dupont, justement, il est fréquemment hospitalisé en service de psychiatrie pour apaiser surtout ses angoisses, soit librement, soit sous contrainte. Comme on le disait tout à l'heure, les séjours à l'hôpital se passent bien, il se sent rassuré et il est pris en charge sur un plan quotidien, sur ses besoins quotidiens. Fin 2002, donc un psychiatre de cet hôpital nous avait indiqué, fin 2022, pardon, un psychiatre de l'hôpital nous avait expliqué que M. Dupont n'avait pas de maladie psychique à proprement parler, mais simplement une grande déficience mentale accentuée à des fortes angoisses. Alors, pour nous, il n'est pas indispensable de connaître la pathologie de la personne, même si avoir ces éléments, ça nous permet de mieux connaître les réactions et les symptômes et d'adapter éventuellement notre intervention. En tout cas, M. Dupont, lui, il est en capacité d'appeler à l'aide quand il sent qu'il ne va pas bien sur un plan psychique. Donc, il appelle soit directement l'hôpital, soit l'UDAF. Par contre, quand il nous appelle, il refuse systématiquement qu'on contacte ensuite les services médicaux parce qu'il craint une hospitalisation contrainte. Alors justement, la dernière hospitalisation sous contrainte que nous avons demandée a créé une rupture dans le lien avec M. Dupont et la relation de confiance, elle s'est affaiblie et maintenant il se méfie des échanges qu'on peut avoir avec les services médicaux. Alors à l'occasion de sa dernière hospitalisation justement, qui était contrainte, le juge des libertés et de la détention a prononcé une levée d'hospitalisation pour vice de procédure. Alors ça, c'est important parce que dans notre département, en fait, on constate qu'il y a beaucoup d'hospitalisations contraintes qui ont été levées par le JLD dans la mesure où l'hôpital public ne respecte plus les textes en matière de soins contraints. Donc, suite à cette décision du JLD, M. Dupont n'a pas été maintenu en soins et le médecin a décidé de mettre fin à l'intervention de l'équipe mobile de psychiatrie qui intervenait avant cette hospitalisation.
Donc là, on a eu une rupture clairement dans les soins psy et ça a eu une très forte conséquence sur son attitude, sur sa vie sociale et toutes les difficultés qu'il avait connues avant l'hospitalisation sont réapparues et se sont même accentuées. Alors, sa situation, elle s'est dégradée. Voilà, son alcoolisme s'est accentué. Son appartement était vraiment de moins en moins entretenu. Son apparence vraiment très négligée. Et son incontinence, elle s'est accrue. Ses chutes se sont multipliées suite à son alcoolisation massive. Et c'est vrai que tous les problèmes physiques que M. Dupont peut connaître, il n'en parle pas, même pas aux infirmiers libéraux qui passent pourtant tous les jours chez lui, parce que lui, il tient à montrer que ça va. Il est tout le temps en train de nous dire que ça va, ça va, ça va. Il craint vraiment en fait une hospitalisation forcée. Le seul temps qui est consacré à son suivi psy, c'est avec le CMP tous les 3 mois, donc qui est uniquement utilisé pour le renouvellement des ordonnances. Il n'y a pas encore de temps d'écoute qui a été mis en place dans ce suivi par l'hôpital. Et enfin, c'est un point qui est assez délicat à aborder, mais il faut avouer que les entretiens, ils sont assez difficiles quand même à mener avec M. Dupont en raison de son manque d'hygiène corporelle et des odeurs qui peuvent émaner. Alors, c'est vrai que du coup, cette absence d'hygiène corporelle, elle conduit souvent les acteurs, à peu près tous, à se mettre un peu en retrait de lui. Et même si c'est de manière inconsciente, ça fait que l'accompagnement qui pourrait être fait n'est pas toujours à réaliser comme il se devrait. Alors là, on a clairement une question de dignité qui se pose et on peut la mettre en lien direct avec le manque de prise en charge médicale. Alors nous, on a essayé à plusieurs reprises, avec l'accord de M. Dupont, que ce soit par mail, courrier, téléphone, de rentrer en contact avec l'équipe médicale. Et alors, il n'y est pas arrivé. On a été confrontés clairement au manque de moyens de l'hôpital. Et du coup, on a dû insister très, très longuement. Donc, quand on a enfin pu entrer en contact avec l'équipe soignante, on nous a dit clairement que M. Dupont, il n'était pas réinsérable et qu'il ne pouvait plus être pris en charge par l'hôpital. Voilà, leur nouvelle politique ne faisait plus des soins de M. Dupont leur priorité. Alors, ce qui est assez étonnant, puisque M. Dupont, il est quand même connu par ce service de psy depuis 20 ans. Mais bon, les psychiatres qui se sont succédés n'ont pas tous posé le même diagnostic. Et d'ailleurs, l'avant-dernier psychiatre, qui n'est plus là à l'heure actuelle, avait estimé que M. Dupont, comme il n'avait pas le profil psy, il n'avait plus sa place en psychiatrie. Mais l'équipe médicale qui est en cours là a quand même pris en charge à nouveau au cours d'une hospitalisation. Alors, bon, on est conviés, on peut être conviés, nous, aux synthèses qui sont organisées avec l'équipe pluridisciplinaire de l'hôpital, mais il n'y a pas les psychiatres, ils n'y participent pas et nous, on échange uniquement avec les infirmiers du service ou les cadres de santé. Sur un point médical plus général, nous, on a contacté aussi Santé Escale 41 pour tenter une médiation justement avec l'hôpital pour essayer d'avoir des informations et également pour essayer de tenter de trouver un médecin généraliste pour ce monsieur, pour le conduire vers les soins. Et la difficulté, c'est de trouver un médecin qui l'accepte tel qu'il est. Alors, quels sont nos questionnements par rapport à cette problématique médicale et comment exercer notre mandat dans l'intérêt de M. Dupont? Pour nous permettre de mettre en œuvre la mesure de curatelle, il est nécessaire que la personne accompagnée soit à minima stabilisée et en capacité de consentir. La personne en curatelle doit également être en mesure de percevoir son intérêt dès lors qu'elle a été informée. Dans la situation de M. Dupont, l'absence ou l'insuffisance de prise en charge médicale questionne notre intervention et met la personne protégée en grande difficulté. Nous pouvons demander une évaluation médicale quant à ses capacités ou sa perte d'autonomie afin d'adapter la mesure de protection à l'altération de ses facultés mentales. Dans notre situation, 3 révisions de mesures ont été réalisées tous les 5 ans et ont conduit au maintien de la curatelle.
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, et les médecins ont considéré que l'aggravation de la mesure de protection n'était pas nécessaire. Qu'en est-il de la relation de confiance avec M. Dupont? La dernière hospitalisation sous contrainte que nous avons signée pour M. Dupont a été mal vécue par lui. Depuis, nos relations sont plus tendues. Cela questionne le rôle du mandataire dans le cadre d'une hospitalisation contrainte. Les textes prévoient que le mandataire, s'il répond aux conditions prévues, peut demander une hospitalisation contrainte. Il est nécessaire qu'il y ait une proximité avec la personne protégée. Et pour nous, il peut être difficile de solliciter d'autres acteurs ou parfois la famille lorsqu'elle est impliquée pour qu'une hospitalisation contrainte soit signée. Lorsque l'hospitalisation est signée par le protecteur, elle peut être de nature à détériorer de manière durable la relation de confiance. Dans certaines situations, un changement de mandataire peut s'avérer nécessaire. Dans notre situation, l'UDAF reste un repère pour M. Dupont. Comment protéger la personne sans avoir accès aux informations médicales dans le cadre d'une mesure de curatelle? Nous le savons, en curatelle, nous ne sommes pas autorisés à obtenir des informations médicales, sauf si la personne y consent expressément. Sur ce point, M. Dupont est très ambivalent. Nous n'avons pas toujours son accord. Cette situation reste très inconfortable. Car comment protéger la personne en étant mis à l'écart des protocoles de soins? Nous nous retrouvons dans une situation compliquée entre la nécessité de protéger et l'impossibilité de comprendre réellement les effets d'une telle pathologie sur la volonté, le consentement et la prise de décision éclairée. Enfin, comment travailler des projets avec la personne protégée pour améliorer ses conditions de vie? L'implication de Santé Escale 41 pour la coordination des soins et la recherche d'une prise en charge adaptée en structure est aujourd'hui essentielle. Cet acteur peut mobiliser d'autres acteurs afin qu'un travail soit réalisé pour évaluer l'autonomie de M. Dupont dans différents domaines. Ces évaluations permettront de proposer à M. Dupont des prises en charge qui seraient plus adaptées que le maintien à domicile. Le rôle du curateur est important dans ce processus, car il y aura au final des décisions à prendre et il conviendra d'informer la personne et de recueillir sa volonté quant aux différentes options qui lui seront proposées. Si la personne n'accepte pas, aucune prise en charge adaptée ne pourra être mise en place. Donc voilà pour notre présentation. J'invite le docteur Le Carpentier à intervenir sur ce point. Ben oui, donc c'est compliqué. On entend, au fond, ce qu'on entend, c'est qu'il y a de la bonne volonté partout, mais il y a des contraintes, disons, aussi du côté, par exemple, du service de psychiatrie, puisque ils ne peuvent pas proposer plus, probablement par manque de personnel, qu'une consultation qui se fait au CMP par trimestre. Et effectivement, moi, je sais que nous connaissons environ 800 ou 1000 personnes, 800 personnes, très bien, et il n'y a aucune personne que nous ne voyions qu'une fois par trimestre, parce c'est comme si on disait l'éternité dans une fois par trimestre, hein, puisque lui, Monsieur Dupont, il ne se satisfait même pas seulement d'un contact téléphonique le matin, le midi et le soir, il est obligé de le réitérer 10 fois ou 15 fois ou 20 fois ou plus même dans la journée. Donc on voit bien qu'il y a là une sorte entre la temporalité que peut offrir l'hôpital et la temporalité existentielle de ce monsieur, il y a un écart qui n'arrive pas non plus à être comblé par les intervenants. Quand les infirmiers viennent le matin, peut-être le matin et le soir, il reste quelques minutes et c'est déjà très important pour M. Dupont, mais ça ne suffit pas pour qu'il n'ait pas ce que j'appelais ces symptômes pathoplastiques, c'est-à-dire pour que tout au long de la journée, il n'ait pas des symptômes qui viennent au-delà de ce qui serait une pathologie avérée dans ce que dit l'hôpital, qui viennent se manifester, comme le fait de souiller beaucoup son logement, pour manquer d'hygiène pour lui-même, etc. Donc ça,
on peut dire que ça n'est peut-être pas du point de vue du médecin qu'il avait vu une pathologie que le médecin avait repérée dans sa nomenclature, mais on ne peut pas nier que ça puisse être quand même un trouble psychique. Donc, la dimension psychique, elle est quand même chez chacun d'entre nous une dimension assez dominante de son mode de vie. Et donc, il faut pouvoir apporter à ce monsieur quelque chose. Alors, c'est entre contrainte et liberté, entre, disons, stabilité et mouvement. Et il faut trouver aussi peut-être à ce qu'il puisse, lui, investir d'autres lieux dans la ville. Bon, moi, je connais quelques personnes qui vont à des groupes d'entraide mutuelle et à qui ça fait du bien. Voilà, même si ça n'est pas une structure médico-sociale, c'est une structure sociale, mais qui peut être utile. Voilà, l'hôpital lui-même ne peut pas apparemment accueillir sans condition les personnes qui viennent. Et le juge des libertés et de la détention est effectivement là pour repérer les écarts par rapport aux obligations légales et faire valoir la liberté des personnes quand les obligations légales ne sont pas remplies. Elles peuvent ne pas être remplies parce que les formulaires ne sont pas à jour des dernières dispositions légales et des choses comme ça. Mais tout le monde sait que voilà, c'est aussi le deus ex machina que représente le juge de la détention et des libertés, qui va d'une certaine manière libérer tout le monde de l'obligation finalement de rencontrer ce monsieur. Mais donc quand l'hôpital se trouve libéré, ben, les travailleurs sociaux qui viennent à domicile, eux, sont chargés du travail, de soutien de ce monsieur, ou les infirmiers sont aussi chargés de veiller à la prise de traitement s'il en a et de veiller à ses soins corporels s'il en a. Et puis, effectivement, ben, c'est le mandataire qui se trouve être coordinateur. Alors, heureusement, peut-être que cette association Santé Escale 41 va vous apporter une fonction de coordination qui va peut-être être utile à Monsieur Dupont, on l'espère, mais on voit bien qu'il y a une nécessité d'une coordination, c'est-à-dire de travailler la question des espaces et de l'articulation des espaces. Lorsque le médecin dit, mais finalement, il n'y a pas de possibilité d'insertion de ce monsieur, c'est une autre logique que lorsque moi je disais tout à l'heure que dans notre façon de travailler, il nous semble nécessaire de conjuguer soins et insertion dans le même processus, parce que c'est le processus existentiel. Mais c'est vrai que c'est une idée plus ancienne que les réponses adaptées qui sont proposées aujourd'hui. C'est une vieille réponse des années 1950 dans l'histoire de la psychiatrie et qui ne sont plus d'actualité. Donc voilà, ne sont plus d'actualité en particulier dans la plupart des services publics, mais nous connaissons quand même beaucoup d'équipes du service public qui, elles, continuent d'essayer de faire du secteur et qui essayent d'articuler l'insertion sociale avec le champ thérapeutique et dans un processus existentiel collectif et qui est utile pour les gens qui fréquentent pas forcément des pairs aidants, mais en tout cas qui fréquentent des personnes qui, elles aussi, participent de tout ce mouvement du secteur et de tout ce mouvement des associations liées au secteur, les clubs thérapeutiques, les
des j'aime et des choses comme ça, et qu'au fond, ça crée un tissu social dans lequel chaque personne peut s'inscrire au mieux, c'est-à-dire fréquenter des personnes sans autre obligation que les trouver sympathiques et de trouver un agrément à les fréquenter. Et ça, peut-être, Monsieur Dupont, lui, il n'a pas il n'a pas tellement de contact sur ce plan-là avec des personnes vis-à-vis desquelles ni les personnes qu'il fréquenterait, ni lui-même n'auraient d'obligation. C'est-à-dire que la satisfaction de connaître certaines personnes et de les fréquenter peut aussi être un facteur de constitution, disons, d'un agrément de vie, on peut dire, qui restructure quelque chose d'une estime de soi. Ce monsieur-là, il est dans une terrible difficulté d'articulation d'une estime de soi, c'est-à-dire d'un certain rapport harmonique et harmonieux à soi-même, au lieu où on est logé et à la cité dans laquelle le logement se trouve et avec tous les entourages multiples qu'il connaît. Comment trouver un facteur d'harmonie dans tout ça? Ben, c'est extrêmement compliqué et les choix par sympathie sont une aide. Sont une aide. Et l'idée de la constellation, c'est parmi l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire des établissements partenaires qui travaillent les uns avec les autres, de quelle manière est-ce qu'il est possible de trouver des personnes avec lesquelles il se trouve plus en sympathie qu'avec d'autres et que, au fond, en essayant de pondérer ce choix de sympathie, ben, ça permet d'inscrire autre chose que les choix de l'obligation statutaire. Donc c'est ça qui est très complexe, c'est comment, à partir de toute la tablature de nos différents statuts, on peut quand même laisser une liberté de choix aux personnes, de se trouver plus en affinité psychique avec l'un ou avec l'autre d'entre nous et qu'on décide collectivement ben, que ça compte. Nous, on est souvent dans des recherches d'affinité comme celle-là pour essayer de résoudre à plusieurs les difficultés rencontrées par des personnes qui sont peu structurées, mal structurées, avec des troubles de compréhension, avec des ruptures familiales, avec des deuils importants, avec des expériences de vie qui sont douloureuses depuis toujours. Je pense que ce monsieur-là, monsieur Dupont, lui, ben voilà, depuis qu'il est petit, il souffre de choses qui n'ont pas pu être résolues et qui continuent de se, de se manifester. Quand le médecin dit il, il n'y a pas de projet d'insertion, on voit bien qu'au fond, peut-être depuis sa naissance, l'insertion a toujours été problématique pour lui. Mais c'est des complexités humaines. Je ne sais pas voilà, s'il y a une réponse adaptée pour tous à tous les âges, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une souffrance humaine à la fois pour lui et une souffrance humaine à la fois pour tous ceux qui, autour de lui, travaillent pour son mieux-être à lui, mais sans en retrouver toujours une reconnaissance de sa part. C'est assez compliqué. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas, enfin, ce que j'évoque là comme solution, ce n'est pas des solutions qui ont à voir avec l'organisation autour de lui, mais plutôt d'essayer de trouver le niveau où c'était précieux, le fait de dire, ah ben, pourquoi est-ce que finalement, avec telle personne, ça va, alors qu'avec la même personne du même statut et de la même association, ça va moins bien. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait inconscient chez chacun, mais qui compte beaucoup et qui facilite
voilà, la confiance, comme on dit, et qui permet que quelqu'un puisse se stabiliser dans une confiance en soi quand il a confiance dans les personnes avec lesquelles il a une bonne affinité. Apparemment, quand même, il a une très bonne affinité avec l'UDAF. Donc ça, c'est très important. Et avec les personnes de l'UDAF, avec Christelle, et il connaît tout le monde à l'UDAF, mais il a ses préférences. Et c'est ça aussi que quand la préférence n'est pas là, il va questionner tous les autres. On disait ça au début du texte. Voilà. Donc, on voit bien que lui, il est à la recherche de cette affinité-là qui est structurante. On pourrait dire comme ça dans un vocabulaire du XXe siècle qu'il y a une dimension transférentielle. Mais enfin, il ne faut pas dire des choses pareilles à notre époque. Mais enfin, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Il y a du désir chez les gens, du désir inconscient, inaccessible directement. Il y a du transfert entre les personnes et l'organisation, c'est un autre niveau logique. Il faut privilégier quand même le niveau des affinités dans toute l'organisation. C'est des choses extrêmement compliquées, mais on ne peut pas échapper à ça, malheureusement, puisque l'existence humaine, elle prend sens dans le passage d'un contact avec une certaine affinité avec quelqu'un au contact avec une autre affinité avec quelqu'un d'autre et une troisième personne. Et quand on a vu comme ça dans sa journée 2 ou 3 de ces personnes-là qui comptent, eh ben, on dit ça fait du bien et j'ai passé une bonne journée. Enfin, voilà, c'est des choses. Et Monsieur Dupont, il n'a pas accès à ça pour le moment. Il y a un petit peu plus accès quand il est obligé d'être à l'hôpital, sauf qu'il ne supporte pas l'obligation. Enfin, il y a quelque chose de difficile, hein, mais qui est l'étoffe même des difficultés humaines que aujourd'hui les mandataires de justice recueillent, parce que je pense que les mandataires, eux, ils sont un point structurant de l'existence de la personne et souvent, c'est le dernier recours avec lequel il est possible de parler de tout ce qui ne va pas par ailleurs. Mais il faudrait qu'il y ait d'autres modalités, c'est ce que moi j'appelle la thérapeutique active, qui pourrait s'articuler et soulager un petit peu les mandataires. Mais s'il y a une articulation entre une dimension thérapeutique active et le mandataire qui veille à toutes ces thématiques d'insertion, mais que les deux dimensions thérapeutiques et insertion puissent être prises dans le même processus, ça facilite pour tout le monde le travail. Mais c'est aujourd'hui extrêmement difficile parce que le champ est très fragmenté. Et c'est un peu comme dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle même, on parle même plus de ça, on dit mais il y a une segmentation. C'est plus seulement des cloisonnements, c'est des segmentations. Et les humains supportent mal de passer d'un segment à un autre si les segments n'ont pas de lien les uns avec les autres. On entend dans toute cette souffrance au travail et dans toute cette souffrance de M. Dupont qu'il y a quelque chose qui est compliqué humainement et qui n'est pas résolu par ni la fragmentation, ni l'organisation telle qu'elle est, qui est très bien, qui est au mieux de ce que l'on fait, puisque le législateur essaye de travailler pour le mieux, mais il y a un autre niveau logique qui doit pouvoir s'articuler dans une liberté par rapport aux missions. Et c'est ça qui est difficile et qui est quelquefois inatteignable aussi. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il reste quelques minutes, donc je vous propose, j'ai identifié, il y a beaucoup de remarques et de questions, donc on ne va pas pouvoir tout citer, mais j'ai identifié deux gros sujets. Le premier, c'est le sujet sur l'accès à la donnée de santé, c'est-à-dire l'accès aux informations de santé sur ce majeur.
avec vraiment des remarques sur les capacités d'avoir auprès des équipes médicales et le droit ou non d'avoir auprès des équipes médicales ou du majeur lui-même les informations que vous pensez nécessaires à vous à savoir pour le mandat. Donc voilà, nous réexpliquer un peu comment vous faites là-dessus. Et puis, il y a quelqu'un qui a posé il y a un certain temps une question qui rebondit bien en fait sur ce dont vous nous avez parlé, docteur. Il y a quelqu'un qui a demandé si Monsieur Dupont avait des centres d'intérêt autres Ah que oui, oui. savoir s'il y avait des choses des sujets qu'il aimait, peut-être qu'il aime, je ne sais pas moi, la peinture du XVIIIe siècle ou le rock'n'roll, enfin j'en sais rien. Mais est-ce qu'il y a des sujets que vous arrivez à aborder malgré tout avec lui, autres que les sujets liés à à sa protection, quoi. Voilà. Ben oui, et même, est-ce qu'il voudrait avoir un petit chat à la maison? Voilà. Est-ce qu'on peut rapidement aborder ces deux sujets et puis après nous conclurons ce webinaire puisque chacun voudra aller déjeuner, je pense. Voilà. Alors, la difficulté avec Monsieur Dupont, c'est qu'il n'est pas très accessible à la discussion. C'est vrai que quand il est focalisé sur un point, en fait, on ne peut pas l'en détacher. Il a une façon de verbaliser qui est assez particulière, dans la répétition du mot tout le temps, de la phrase. Discuter de la pluie et du beau temps avec lui, honnêtement, c'est très, très compliqué. Ses centres d'intérêt, on peut les deviner quand on va chez lui parce qu'il accumule une quantité impressionnante de cassettes vidéo et de DVD qui tapissent ses murs. Mais alors, on n'a pas accès à la discussion avec ça. C'est clairement pas possible. Même si on le voulait, il nous rabâche, lui, sa demande tout le temps. On ne peut pas, en fait, aller au-delà de ce que lui souhaite. C'est très compliqué. Et il n'a pas d'animaux, si ce n'est des cafards. Oui, oui. Voilà. En tout cas, ça n'a pas été évoqué avec lui. Il n'a pas l'air d'en avoir le souhait. Alors, il y a quelqu'un qui dit surtout pas d'animaux en cas d'hospitalisation. On en fait quoi? Exactement. Ça, c'est un problème récurrent quand même. On ne va pas lui suggérer un chat, un chien. Non. Mais il m'est arrivé personnellement de proposer à quelqu'un de garder son chat pour que la personne puisse être hospitalisée. Mais enfin bon, c'est un petit peu atypique comme position professionnelle. Mais cela dit, ça a été très utile à la personne qui est maintenant à son domicile. Hein. Mais voilà. Mais c'est vrai que la question de l'investissement qui était posée par quelqu'un est essentielle. Et c'est vrai que lui, il s'entoure avec les disques et tout ça, et probablement ça, ou avec les pochettes, je sais pas, mais ça doit lui faire un entourage amical. Mais au fond, ça compte beaucoup pour lui, cette présence-là de ceux qui sont peut-être figurés sur les pochettes et dont il a entendu les musiques ou dont il a vu les films. Il y a quelque chose, une inscription sur les murs qui est intéressante. Il dit, mais moi, je m'intéresse à des tas de choses, il le montre à tout le monde, mais on n'a pas accès, pense-t-on, mais peut-être que, je ne sais pas, il y a des gens avec lesquels, effectivement, parler musique ou cinéma, voilà, c'est une manière indirecte de s'intéresser l'un à l'autre. On n'est pas obligé de parler pathologie. On peut on peut parler voilà, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un avec le juge et voilà, cette personne a dit, mais moi, je suis très content d'avoir récupéré des disques vinyles qui étaient à Reims où j'habitais dans le temps et voilà, et que je puisse écouter ça dans ma chambre plutôt que d'entendre les nouvelles. J'aime mieux écouter Georges Brassens, il disait. Donc, c'est pas mal.
Mais c'est-à-dire que c'est un co-thérapeute, Georges Brassens. L'investissement, quand on s'investit investissant un objet, c'est déjà très remarquable. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile d'en parler avec la personne parce qu'on a l'impression que ce n'est pas dans notre mission. Mais humainement, c'est ce qui compte le plus. On chante tous des petites chansons à des moments exquis de notre existence. Donc voilà, lui, il est aussi là-dedans. Peut-être qu'il ne chante pas assez, ou il faudrait qu'il, je sais pas, il aime peut-être la musique, il aime peut-être les maracas, on ne sait pas. Des maracas, c'est moins gênant que de crier, ou c'est moins gênant que je sais pas quoi, que de mettre sa sono trop fort ou quoi. Mais enfin bon, non, il faut trouver la situation. Je plaisante un tout petit peu, mais ça fait des années, au fond, qu'on n'arrive pas à trouver le niveau du contact avec lui, sauf l'UDAF. Moi, je pense que l'UDAF a un contact avec lui et que c'est précieux pour lui et une confiance qui est précieuse aussi pour lui, mais d'autres n'arrivent pas à le connaître suffisamment. Et c'est ça qui est difficile, c'est comment faire que les professionnels s'autorisent à connaître les personnes au-delà de leur rôle statutaire. Voilà. C'est que la conversation avec ce monsieur, elle semble difficile, mais d'autant plus difficile quand c'est sur des choses qui le menacent. Par exemple, si on lui dit, mais si vous continuez comme ça, vous allez être expulsé, ou bien il y aura de la violence de vos voisins contre vous, on ne peut pas tellement, ce n'est pas des sujets de conversation, ça. C'est vécu sur comment peut-il sortir dans l'escalier ou dans l'ascenseur si on lui dit qu'il risque d'éprouver des violences de ses voisins. Enfin voilà, c'est compliqué, hein. Mais Docteur, je vais devoir voilà, oui, désolée vous oui. couper, mais D'essayer de trouver un niveau logique comme ça qui serait en prise sur comment lui structure son existence malgré toutes les déficiences dont il fait preuve. je remercie tous nos intervenants pour d'abord la qualité de leur intervention. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, toutes les remarques, il y en a beaucoup. Je vais en tout cas une dernière fois vous remercier, Madame Sapin, Madame Guibert, Docteur Le Carpentier. Je vais laisser la parole à Laurent Azoulay, directeur général de la MGAS pour conclure ce webinaire. Laurent, c'est à vous. Merci Aurélie. Encore merci à l'organisation, aux intervenants. Je suis désolé, je suis en déplacement à Tours, donc je n'ai pas pu assister à cette heure, mais les quelques minutes du docteur et puis des différents échanges que je vois me rassurent parce que je vois encore toujours des gens investis dans leurs fonctions. Nous, on est plutôt effectivement intéressés par aider la personne protégée, aussi les mandataires, plus que les animaux, mais c'est bien que des mutuelles comme Intégrance ou autres puissent dispenser de services, mais bon, c'est peut-être pas l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'effectivement, les fonctions des uns ou des autres, et puis surtout les missions des mandataires, et même les missions qu'on voit pas toujours des familles, des associations de familles, sont essentielles. On sait bien qu'aujourd'hui, dans des situations ou dans le tout digital, des problématiques, vous voyez bien, les retraites, la réforme des retraites, la Covid n'aident pas, en effet, les personnes en mesure à se reconstruire ou au moins à se maintenir. Donc forcément, vous êtes les derniers remparts. L'État fait ce qu'il peut, encore une fois, parfois sort de son cadre ou ne remplit pas ses missions, faute de moyens, etc. Mais je crois que c'est important qu'aujourd'hui, on ait des professionnels qui soient effectivement, dans la mesure de leurs possibilités, au service des personnes qui ont une difficulté psychique à un instant de leur vie. Nous, côté mutuel, on fait le maximum en disposant aux mandataires d'un extranet pour pouvoir faciliter la gestion, l'adhésion, etc., les changements. C'est notre devoir. C'est aussi de travailler aussi sur de l'information comme aujourd'hui, de la diffusion de webinaires. On essaiera d'en passer. On regardera sur l'aspect accès de données par rapport aux mandataires tels que
on l'avait vu peut-être produire quelque chose prochainement, puisque vous savez que le RGPD, la CNIL, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir accès aux données, même pour des personnes qui ont l'agrément et qui sont mandatées par les juges. Je pense qu'il faut aujourd'hui bien être conscient de ça. Vos missions ont évolué, vos missions évolueront, mais je sais que ce sera toujours pour le bien donc, de ces personnes qui, encore une fois, ont besoin de nous sur l'ensemble de la chaîne. On représente tous un des éléments. Donc, merci, bonne suite. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres événements comme celui-là ou une continuité, parce qu'on voit bien qu'il y a toujours des suites dans une réflexion d'une heure pour peut-être, sur les questions qui ont été posées, éventuellement donner une thématique un peu plus pointue qui pourrait là aussi répondre à des cas très précis que les mandataires peuvent avoir ou les associations familiales. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous travaillez tous main dans la main, on le sait. Voilà, en tout cas, merci, puis très bonne suite en tout cas, et merci d'aider les personnes en mesure dans la fonction qui est la vôtre. Alors, pour revenir sur les animaux, Laurent, j'ai eu confirmation par message que la MGAS, avec son assistance, en cas d'hospitalisation Tant mieux. et d'immobilisation imprévue, il pouvait prendre en charge les animaux. Voilà. Oui. Donc, je vous confirme que… Domestique. Les animaux domestiques, oui, pas les éléphants, les lions, enfin voilà, mais les animaux domestiques. Oui. Georges Brassens, gare aux gorilles. Donc, voilà, c'est ça. Ne prends pas cela. Georges Brassens, au moins, on est sûr qu'on sera bien préservé, mais en tout cas, franchement, c'est une mission sociale que l'on a et solidaire. Je pense que c'est quelque part un fil directeur qu'il ne faut pas oublier. En tout cas, encore merci à tous pour le cas de Monsieur Dupont, vraiment très intéressant. Merci à tous les participants pour les nombreux échanges qu'il y a eu sur le chat qu'on n'a pas forcément pu retranscrire à l'oral, mais vous avez tous accès, donc vous avez tous pu voir les différents échanges entre vous même. Merci voilà, pour vos réponses aussi au sondage de fin de webinaire. Ça nous permet à nous de savoir voilà, ce qui vous intéresse, les prochaines thématiques que vous aimeriez voir. Encore merci aux intervenants, à l'UDAF du Loir-et-Cher, au docteur Le Carpentier de la clinique de la Borde. Merci à vous. Et puis, on se retrouve d'ici quelques mois pour un prochain webinaire sur une autre thématique. On vous prépare de belles choses. Merci à vous tous. Bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.